Allez, on se lance. Aujourd'hui, on va décortiquer la construction d'un portefeuille d'ETF. L'idée, ce n'est pas de trouver une formule magique, non. C'est plutôt de s'inspirer de modèles qui ont fait leurs preuves pour bien comprendre les différentes philosophies d'investissement. C'est parti. On commence avec cette citation de Warren Marks parce qu'elle résume parfaitement l'état d'esprit. Il n'y a pas un seul portefeuille parfait. Le vrai but du jeu, c'est de trouver celui qui correspond vraiment à ses propres objectifs et à son propre tempérament face au risque. Alors, voilà le programme. On va commencer par les bases avec des stratégies très simples. Puis on regardera des approches beaucoup plus prudentes. Ensuite, on essaiera de trouver le juste milieu entre la croissance et la stabilité avant de voir comment on peut assembler tout ça pour créer quelque chose de personnel. On attaque donc avec la première partie, les fondations. Et on va voir que des stratégies qui paraissent minimalistes sont loin d'être simplistes. En fait, sur le long terme, elles peuvent être redoutablement efficaces. Et voici l'approche la plus directe qui soit. Un seul et l'unique ETF qui couvre le monde entier. Le pari est simple. On mise tout sur la croissance mondiale à long terme. Franchement, plus simple que ça, c'est difficile. Ici, le compromis est très clair. D'un côté, c'est d'une simplicité enfantine et historiquement, c'est très performant sur 15 ou 20 ans. De l'autre, il faut avoir le cœur bien accroché. En cas de crise, il n'y a aucun filet de sécurité. C'est vraiment une stratégie pour ceux qui ont du temps devant eux et des nerfs d'acier. Allez, on enchaîne avec le fameux portefeuille Bogleheads. C'est un grand classique. Contrairement au pari unique sur la croissance mondiale, l'idée ici est d'obtenir une diversification efficace avec un minimum de produits. Et surtout, on ajoute cette poche de stabilité cruciale, les obligations. Le mot-clé ici, c'est vraiment équilibre. On reste dans la simplicité, mais on introduit une première couche de diversification qui vient lisser un peu les secousses. Si le portefeuille 100% action était un pur sang de course, celui-là, c'est plutôt un cheval d'endurance. Il est bâti pour traverser les décennies sans trop se poser de questions. Bon, là, on change complètement de registre. On fait un virage à 180 degrés. On quitte le monde de la performance quasi pure pour explorer des stratégies où la priorité numéro 1, c'est de préserver son capital. Voici le portefeuille prudent. Ce qui frappe, c'est la répartition. Les actions, qui sont le moteur de la performance, ne représentent que 30%. Tout le reste réparti entre des actifs beaucoup plus stables, les obligations, le monétaire, l'or, l'immobilier. C'est vraiment conçu pour amortir les chocs. L'avantage principal saute aux yeux, la tranquillité d'esprit. C'est un excellent portefeuille pour une première approche de l'investissement parce qu'il limite les grosses frayeurs. Évidemment, la contrepartie, c'est une performance qui sera potentiellement plus faible, surtout dans un monde où l'inflation repart. Et on peut pousser la logique de prudence encore plus loin avec le portefeuille permanent de Harry Browne. La philosophie derrière est juste géniale de simplicité. 4 classes d'actifs réparties à parts parfaitement égales. Chacune est censée bien se comporter dans un contexte économique différent. Croissance, récession, inflation ou déflation. Ici, l'objectif n'est pas de maximiser les gains, mais d'être stable, quoi qu'il arrive. C'est un portefeuille extrêmement robuste en cas de crise. Le revers de la médaille, c'est que cette robustesse se paye par un rendement qui est bien souvent dans la moyenne sur le très long terme. Ok, maintenant qu'on a vu les deux extrêmes, d'un côté la simplicité à fond sur la performance et de l'autre la prudence à fond sur la sécurité, on va explorer la zone du milieu. C'est là que beaucoup d'investisseurs cherchent à se positionner. Et parfois, voilà, on tombe sur une allocation et ça clique. C'est le déclic. C'est ce que cette citation illustre. Ce n'est pas forcément l'allocation la plus optimisée sur le papier, mais c'est celle qui semble juste, un bon compromis pour enfin se lancer et commencer à avancer. Et voici le portefeuille qui a provoqué ce déclic. On voit bien l'équilibre, une base solide d'actions mondiales, une petite touche de diversification avec les pays émergents et à côté des actifs de protection comme les obligations, l'or et l'immobilier. C'est un peu un mélange des différentes philosophies qu'on a vues juste avant. C'est vraiment l'archétype du bon compromis. Il offre un potentiel de rendement intéressant grâce à sa partie en action, tout en intégrant des amortisseurs pour les temps difficiles. La seule chose, c'est qu'il demande un petit peu de suivi pour s'assurer que les allocations ne dérivent pas avec le temps. Et là, on a vraiment le cœur du débat en investissement. D'un côté, la résilience, un portefeuille conçu pour résister à tout, quitte à sacrifier un pouls de performance. De l'autre, l'ambition, viser le rendement maximal, mais en acceptant les turbulences. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout est question de philosophie. Du côté de la résilience, le champion, c'est le fameux portefeuille All Weather de Ray Dalio. Ce qui est impressionnant ici, c'est la place des obligations, 55% au total. C'est un portefeuille très sophistiqué, conçu pour bien se comporter, que l'économie soit en croissance ou en récession, en inflation ou en déflation. La grande promesse de ce portefeuille, c'est la constance. Il vise à éviter les grosses pertes, quoi qu'il arrive. En contrepartie, bien sûr, il ne captera pas toute la hausse pendant les périodes d'euphorie sur les marchés. C'est le prix à payer pour la stabilité.
Et on arrive à notre dernière partie. Comment s'inspirer de tout ça pour construire son propre portefeuille? On précise bien, ce qui suit est une étude de cas, un exemple pour illustrer la démarche. Ce n'est pas du tout une recommandation d'investissement. Alors, voici une vision d'ensemble. On voit une part importante en actions, à 50%, mais le plus intéressant, c'est cette énorme poche de 30% appelée réserve stratégique. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans au juste? Voilà l'idée clé. D'un côté, on a le moteur de la croissance, la partie action. Et de l'autre, on a un peu le cerveau de l'opération, cette fameuse réserve stratégique. L'idée, c'est que cette réserve n'est pas de l'argent qui dort, c'est un outil actif. Il permet de rester flexible, soit pour acheter quand les marchés baissent et que des opportunités apparaissent, soit pour sécuriser des gains. C'est ce qui transforme un portefeuille statique à un portefeuille qu'on peut piloter et qui devient antifragile. Et c'est vraiment là-dessus qu'on doit insister. Le plus important, ce n'est pas de copier un modèle à la perfection. Le plus important, c'est de construire une allocation qui fait sens pour soi, de bien comprendre pourquoi on détient chaque actif et d'avoir la conviction de s'y tenir même quand les marchés tanguent. Alors après ce tour d'horizon des différentes stratégies, la question reste ouverte. Quelle philosophie d'investissement semble la plus pertinente? Laquelle résonne le plus? Est-ce la simplicité radicale, la prudence absolue ou la recherche d'un équilibre? C'est le vrai point de départ de la réflexion personnelle. Merci d'avoir suivi cette analyse.